Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Tout de suite, notre sommaire en images avant de découvrir nos invités. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, de la communication d'Emmanuel Macron. Cela semble tanguer au sommet de l'Élysée en ce moment, entre excès de solennité, voire de condescendance, et style décontracté, voire relâché. La politique du en même temps n'est pas toujours évidente à raconter aux Français. Alors, le roman du quinquennat commence-t-il à s'essouffler? Nous verrons tout cela. Nous parlerons aussi du MEDEF, le MEDEF qui a un nouveau président, Geoffroy Roux de Bézieux, élu ce matin à la tête du syndicat patronal, mais un président, pourquoi faire? C'est là toute la question. Nous nous demanderons donc si le président Roux de Bézieux réussira à exister face au président Macron. Blues, malaise, mal-être, les termes ne manquent pas pour décrire la situation critique parmi les forces de l'ordre. Les rapports s'empilent et le dernier en date fait par le Sénat réclame des perspectives pour la police et s'en prend indirectement aux juges, souvent jugés laxistes. Enfin, un sujet qui fait beaucoup parler, celui de la place des hommes dans les sociétés occidentales. Ils auraient de plus en plus de mal à exister, à trouver leur place dans des sociétés, elles, de plus en plus égalitaires. Cela commence à être étudié de près aux États-Unis et ça porte un nom, la crise de la masculinité. Alors, est-ce la disparition programmée du mâle blanc? On va voir tout cela. Sur tous ces sujets, vous vous exprimez, vous posez vos questions sur Twitter, sur lefigaro.fr. Il y a matière à débat, alors on y va. Bonjour Lucille Schmitt. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de la Fondation Verte Européenne, après avoir fait de la politique, d'abord au PS, puis à Europe Écologie Les Verts. Vous avez certainement un avis sur toutes ces questions, il est sûrement tranché. On sera ravis de l'entendre. Bonjour Philippe Turle. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes journaliste à RFI, vous êtes de nationalité britannique et vous enseignez le journalisme bilingue à la Sorbonne Nouvelle. C'est exact. Merci beaucoup Marie Viseau aussi d'être là. Pour le côté Figaro, vous êtes chef de service au Figaro Économie, en charge de la politique économique et des finances publiques notamment. Bonjour Yvan Rioufol, auteur du Bloc-Noc le vendredi. Vous avez souvent la dent dure pour Emmanuel Macron et vous avez publié d'ailleurs Macron, la grande mascarade, Bloc-Notes de 2016-2017. C'est paru chez l'Artilleur l'année dernière. Ça tombe bien puisque nous allons tout de suite parler de la politique de communication d'Emmanuel Macron. Cette communication, elle ferait des couacs, elle sonnerait faux. C'est la petite musique qu'on entend partout ces derniers jours, une communication moins harmonieuse qu'au début, désordonnée, voire illisible. Sur cette communication et ses dessous, vous en apprendrez, vous saurez tout en lisant le Figaro demain, qui consacre 3 pages. Nous, on en parle tout de suite, mais avant, on regarde Benjamin Griveaux. C'était ce matin, le porte-parole du gouvernement était l'invité de RMC. Emmanuel Macron, c'est le pouvoir de l'apparence. C'est vrai ou faux? Non. Le pouvoir des remontrances publiques, le pouvoir des petites phrases préparées, des statures étudiées. C'est le temps long. Et c'est ce qui, sans doute, échappe aujourd'hui, je le dis, à la classe. Il y a une partie de la classe politique française qui, qu'est-ce que fait de manière très confortable? Elle est dans l'instant, et donc elle est dans l'écume, la petite phrase, la petite mesure, etc. Quand nous avons fait le choix de transformer durablement le pays, ça prend du temps. Yvan, Emmanuel Macron, la politique du temps long ou des petites phrases? Je sens d'avance. Je ne vais quand même pas me contredire, d'autant que quand j'ai fait ce livre, quand j'ai commencé à l'écrire il y a un peu plus d'1 an, et en essayant de comprendre, d'expliquer qu'il y avait effectivement une mascarade, une théâtrocratie derrière ce personnage, c'était bien pour montrer qu'il y avait beaucoup de vide. Et effectivement, ce vide était rempli par la communication. Et cette communication, d'ailleurs, elle est très bien faite, en effet, parce qu'elle laisse à penser qu'il serait dans l'air du temps. De mon point de vue, il n'est pas dans l'air du temps, il va même à rebours de l'air du temps, mais ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, ce sont en même temps des contradictions dans sa communication même. C'est-à-dire qu'au tout départ, il avait conçu une communication comme étant celle du silence. Là, c'est celle du bavardage. De la rareté, selon Jacques Pillon. La rareté, l'éloignement, enfin le jupitérien, la posture hiératique. Ensuite, ça a été naturellement le bavardage, un petit peu pour ne rien dire. Et puis ensuite, on l'a vu très récemment, on a eu deux images qui se sont un peu contredites également. Celle où il a fait la leçon à ce jeune Gavroche en disant « Tu m'appelles... » Vous nous aviez dit tout le mal que vous en pensiez de cette séquence. Tu m'appelles Monsieur le Président. Et puis, quelques jours plus tard, il s'est fait prendre en photo avec un groupe de techno, pour le moins vulgaire, qui ont pour la fête de la musique à l'Élysée. Qui ont laissé voir des
laissé entendre des paroles que je m'interdis de donner ici. Et donc, il y avait à chaque fois ce message d'un président de la République qui voulait sa respectabilité et d'un autre côté, ce message d'un personnage branchouille. Et donc, là aussi, il y a des contradictions. Donc, on ne voit pas très bien, et je pense qu'il navigue à vue et qu'il ne sait peut-être même pas lui-même où il habite. Lucile Schmitt, vous répondez à Yvan. Et un des éléments au débat, c'est, on peut le dire, une communication certes peut-être maladroite, on en débat, mais 40% toujours d'opinions favorables à mettre en relation. Moi, je pense que la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que les deux précédents présidents eux-mêmes, visiblement, avaient des gros problèmes de communication. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, au début, a été extrêmement populaire parce qu'il communiquait beaucoup et qu'il avait désacralisé la fonction présidentielle. François Hollande prétendait être un président normal. Et moi, je me rappelle qu'au début de son quinquennat, Macron suscite un portrait d'Emmanuel Carrère où il dit, au fond, moi, j'aspire à être une sorte de président anormal. C'est-à-dire qu'il assume le côté demi-dieu, au fond, qui tient aux institutions de la Ve République. Et vous vous rappelez de sa photo officielle où il a soigneusement posé quelques livres. Tout le monde après s'interroge sur quels étaient ces livres. Il y a 2 téléphones portables. Donc, je ne sais pas si je parlerais de théatrocratie ou théâtralité extrême, mais en tout cas, je pense qu'il y a une mise en scène tellement permanente qu'à un moment, on aimerait que la pièce de théâtre s'arrête et qu'on retrouve, au fond, la fonction présidentielle. Donc, je pense qu'il a un problème avec ça. Après, je pense que le sujet, c'est qu'il théâtralise aussi sur des styles trop différents. C'est comme s'il y avait plusieurs mises en scène à la fois. Il y a la mise en scène avec Brigitte. Il y a le registre, je trouve que le registre intime et le registre privé est extrêmement poussé et personnellement, il me dérange. Je ne comprends pas. Je reste gênée par le côté couple présidentiel. C'est-à-dire que je pense qu'on a élu un président de la République et je pense qu'Emmanuel Macron est trop présente. Je pense qu'elle joue très bien son rôle, mais qu'on l'appelle première dame me dérange et qu'elle soit tellement présente en couple, que les photos du couple soient à ce point rendues publiques me dérange. Et puis, en même temps, il y a des choses que j'aime bien. Moi, je le dis, par exemple, j'ai bien aimé l'entretien à la NRF. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le fait d'assumer une part plus intellectuelle chez ce président. Et en ce sens, je comprends pourquoi Griveaux dit qu'il y a la question du temps long. Mais je pense qu'il y a trop de mélange, en fait. Il y a trop de facettes à comprendre. Trop de facettes, trop de temps court. Philippe Turle, vous allez être l'avocat le communicant d'Emmanuel Macron, si vous le voulez bien. Je suis assez gêné par ce que je vois d'Emmanuel Macron, parce qu'au début, je disais, bon, il n'aime pas beaucoup nous les journalistes. Alors qu'avant l'élection, il nous aimait bien. Après l'élection, il n'aimait plus. Il ne voulait plus parler. C'était, bon, je suis président, j'ai une posture présidentielle. Je trouve que ça a complètement changé depuis quelque temps. Et je pense qu'il est en train d'abîmer la fonction de président. Je pense qu'il est en train d'abîmer son image, parce qu'il, comme disaient Yvan et Lucile, il est un peu sur tous les fronts. Qu'il soit dur avec le petit collégien. Il avait raison de le redresser pour lui dire « Appelez-moi Monsieur le Président et pas Manu ». Je pense que tous les présidents confondus auraient fait la même chose. Mais ces photos à l'Élysée, le pognon de dingue... un président, il ne dit pas cela. C'est comme le livre sur François Hollande, il est en train de continuer dans le même domaine, en disant « je suis là, je suis friendly, je suis branché, je suis sur Twitter, je suis sur les réseaux sociaux ». Mais un président ne devrait pas être là-dessus. Un président doit rester président, parce que c'est ce que les Français attendent du président, et en particulier du président Macron. Donc il y a une espèce de flou dans cette communication qui me gêne, et je pense qu'il a besoin de redresser la situation. Il n'a pas besoin de faire cela. La chose dont on a besoin, c'est des résultats. Et les résultats tardent à venir, et c'est ça qu'on attend d'un président. Marie Vizot, parce que vous êtes maintenant la seule à éventuellement pouvoir défendre la politique. Il y a un flou dans la communication et puis il y a un flou du coup sur le fond. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'image là, mais il y a aussi un flou sur le fond. Je vais vous prendre un exemple qui est un exemple un peu technique mais révélateur. Il y a un débat en ce moment sur les pensions de réversion, qui sont ces pensions qu'on verse aux veuves et aux veuves en cas de décès. Ça concerne beaucoup de gens. De la population. C'est un débat qui est monté ces derniers jours. Allait-on ou pas supprimer les pensions de réversion ? Là-dessus, Emmanuel Macron, alors il a beau parler de temps long, Benjamin Griveaux, là-dessus, Emmanuel Macron tweet en disant « Il n'est pas question qu'aucun retraité ne perde un seul centime sur sa pension de réversion ». Le lendemain, le même porte-parole du gouvernement dit « Dans le cadre de la réforme des retraites, il y aura des ajustements à la hausse et à la baisse ». Alors, quand on se plonge dans la technique, effectivement, aucun des deux n'a tort, puisque les retraités d'aujourd'hui, comme le disait Emmanuel Macron, ne verront pas un centime. Mais les futurs auront des modifications. Il y a quelques années, je pense à la période François Hollande, on aurait largement appelé ça un couac de communication. Mais on est plus indulgent aujourd'hui ? Pas sûr.
pas sûre que la période apprentissage, entre guillemets, ça fait 1 an qu'il est en apprentissage plutôt réussi, le président de la République, cette période est terminée. Là, on risque de ne plus laisser passer ce genre de choses. On est toujours dans le wait and see. Donc, il y a une indulgence vis-à-vis d'Emmanuel Macron, vu quand même, il perd des points, ça c'est sûr, mais il est toujours à 40%, ce qui est quand même pas mal après une année à l'Élysée. Mais là, on est en train d'assister à une espèce de trompisation de sa communication. Et je pense trompisation, carrément. Oui, de Donald Trump. Les tweets, les phrases chocs pour occuper le terrain, faire le buzz. Pour écraser la critique. Mais en même temps, Yvan, par exemple, si on prend SNCF, la réforme est faite, enfin en tout cas elle est votée, Code du travail, c'est passé, Notre-Dame-des-Landes, peu ou prou, c'est réglé, les réformes Blanquer, tout le monde s'en satisfait, ça pèse quoi la communication ? Mais la communication avait déjà traduit ça comme étant des big bang successifs. C'est le mot qu'adore encore la Macronie. Or, ces big bang, d'abord, ne sont pas vraiment des big bang. Ce sont des réformes intéressantes, naturellement, mais ce sont des réformes à minima, pour le moins. Code du travail, réforme de la SNCF, enfin bon, c'est très bien, je ne dis pas cela, mais enfin, ça ne méritait pas ce mot-là. Et moi, je pense que plus on est dans l'enflure, plus on cache en fait un désarroi. Et je pense que là, le macronisme arrive au bout de sa contradiction, et sa contradiction initiale, elle était... Et c'est ce que j'expliquais dans ce livre que vous avez bien voulu le rappeler, que le diagnostic était faux au départ. C'est-à-dire que le diagnostic de Macron au départ était de dire qu'il y avait une crise économique et sociale, etc., et que tout se réglerait avec ceci, et qu'il n'y avait pas de crise civilisationnelle. Or, ce qui éclate à la figure de tout le monde, et singulièrement à la sienne, c'est qu'il se rend compte qu'il n'est plus dans le vent de l'histoire, et que le vent de l'histoire s'écrit précisément chez ceux qu'il avait désignés comme étant les affreux, les épouvantables, les populistes, les extrémistes, etc., et que lui-même, sous ses pieds, se dérobe le sol, ainsi que d'ailleurs Angela Merkel, entre les deux, avec qui il voulait former un couple qui aurait insufflé la dynamique européenne. Or, tout ceci s'effondre sous nos yeux, et donc je pense qu'il est dans une grande panique qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut se masquer qu'à travers ces signes successifs, ces symboles successifs, et encore une fois, ces symboles successifs sont faits pour dissimuler, de mon point de vue, une grande vacuité. Une panique parce que le fond est en train de s'écrouler, comme dit Yvan. Je pense que Yvan a raison de parler de l'Europe et au fond de l'international. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut aussi regarder comment les autres regardent Macron. Et moi, ce qui me frappe quand je voyage au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, c'est quand même qu'il y a une sorte d'admiration justement pour cette communication d'Emmanuel Macron, parce que justement le monde s'effondre autour de nous. Et je ne suis pas sûre que Emmanuel Macron en soit pleinement conscient de cet effondrement. Je ne suis pas sûre que le projet qu'il propose va l'emporter, mais en tout cas, il suscite ailleurs qu'en France une forme d'admiration qu'il faut avoir aussi en tête. C'est-à-dire que, par exemple, quand il va se confronter à Trump, quand il se confronte à Trump lui-même, les Américains sont trouvent qu'il est trop sympa, mais quand il va devant les sénateurs, quand il va devant les élus de la nation américaine, il y a quelque chose qui se passe. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas dans sa communication internationale, réussit assez remarquablement bien. Après, il a un vrai sujet pour aborder les questions de politique intérieure. Et au fond, on est face à quelqu'un qui a plus un projet européen, qui est plus à l'aise souvent avec ce qui ne relève pas de la France que ce qui relève de la France profonde. Assez étonnamment, finalement, parce qu'on l'attendait assez plus étonnamment, sur des mais parce sujets qu'il est extrêmement abstrait, parce que je pense qu'il est à la fois théâtral et trop philosophe. Et d'ailleurs, le vocabulaire qu'il utilise, moi j'aimerais qu'on parle de son vocabulaire, est un vocabulaire extrêmement intellectuel, extrêmement abstrait, qui n'est pas du tout un vocabulaire politique. Pognon de dingue. Non, mais ça s'appelle de la mise en scène. Mais quand on vous parlez de l'interview à la NRF, c'est autre chose. Ou quand je parle des discours sur l'Europe. Au fond, dans le pognon de dingue, moi, ce que je trouve, c'est que quelque part, on dirait qu'il a tourné une espèce de vidéo pour YouTube qui est complètement une manipulation. C'est pas vraiment la communication de Macron. Sur l'international, Philippe. Sur l'international, bon, c'est très bien. Il a une image. Il est vrai, quand je parle à mes amis britanniques, ils sont tous très admiratifs d'Emmanuel Macron quand on en compare à Theresa May, par exemple, la Première ministre britannique, qui est vraiment à l'agonie pour faire passer le Brexit. Et il est vrai que l'élection d'Emmanuel Macron a donné un boost, un élan à l'Europe par rapport à l'époque de François Hollande, qui est en train de s'écrouler aujourd'hui. Mais sur le plan international, je suis désolé, je pense qu'il a une image qui est peut-être positive, il est très tactile, il est très sympathique avec les autres dirigeants du monde, mais il n'a pas eu un succès avec Donald Trump, il n'a pas réussi à le faire changer d'avis sur aucun issue, même si les deux hommes ont l'air de bien s'entendre, je ne suis pas sûr que ça va continuer. Avec l'Europe, il n'a pas réussi non plus très bien avec la crise des migrants, il a fait une énorme gaffe, à mon avis, en disant que la France n'accepterait pas d'installer
installer un centre pour les migrants, alors que, bon, c'est bien pour l'Italie qu'ils le fassent, même si l'Italie ou la Grèce n'a pas envie. C'est vrai qu'il y a quelques couacs dans ça. Un capital de sympathie qui est en train de s'éroder. Il a une bonne image, mais les succès sur le plan international sont quand même extrêmement minces, il faut l'admettre. Je vous donne la parole, Marie, juste pour conclure, mais d'abord aussi quelques réactions. Gérard nous dit, c'est de l'esbrouf, la communication d'Emmanuel Macron. Anti-Mac, j'en ai assez de la com, car ce n'est que de la com, il se contredit souvent. Donc ils sont assez d'accord avec ce qui se dit sur ce plateau. La question du jour qui vous est posée sur le Figaro.fr, Emmanuel Macron communique-t-il trop ? Vous êtes 69% à estimer que oui. Parmi ces instruments de communication, l'évaluation des ministres, Marie Vizot, ça fait partie. Depuis 2 jours, on sait que, enfin depuis aujourd'hui, défilent devant à Matignon, c'est pas l'Élysée, mais bon, pour être notés, évalués, pour qu'on leur donne leur feuille de route pour l'année prochaine. Oui, alors ça aussi, c'est un bon élément de communication aussi, parce qu'évidemment, c'est pas un entretien annuel comme nous, vous pouvons avoir dans une entreprise avec des... c'est un bon entretien, un bon élément de communication. C'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de rappeler, au cas où on l'aurait oublié, que c'est lui le patron, notamment parce qu'il y a eu des couacs et parce qu'il y a eu des ministres qui se sont autorisés quelques sorties non autorisées ces derniers temps. Pas tant que ça, finalement. On peut dire en un an, il n'y a pas eu de couacs majeurs, de trucs étalés sur la place publique. C'est sur ces dernières semaines, c'est concentré sur quelques ministres sur ces dernières semaines. Ces entretiens d'évaluation, c'est un moyen de stopper net de serrer un peu les rangs et dire attention, c'est moi le... Et il l'a dit au Conseil des ministres, d'ailleurs, il a été très, très ouvert sur ce sujet. Eh bien, donc finalement, peu de compliments pour cette com. Je crois qu'on peut conclure là-dessus, sur ce thème. Mais pas de compliments non plus sur celle de Sarkozy ni de Hollande. Donc le sujet, c'est au fond, c'est la com en président politique de la République, comment est-ce que ça communique ? Je pense que c'est une question ouverte au-delà d'Emmanuel Macron. Le sujet, c'est voir comment un président de la République, qui a été élu, en l'occurrence avec Macron, par 20% d'un électorat, peut s'adresser à davantage qu'à 20%. Et donc, il a déjà une marge... Sa marge électorale était très étroite au départ, son succès avait été construit sur du sable, et l'on voit bien qu'au moindre problème, ce sable naturellement s'écoule ailleurs. Et donc, à moins qu'il n'apprenne à s'adresser à la France profonde, puisqu'il n'a pas l'air de vouloir comprendre, moi je le vois mal finir son quinquennat autrement qu'en dégringolant à nouveau dans les sondages. Enfin, bon, quelle relation un président de la République doit avoir avec les réseaux sociaux? Ça aussi n'a pas été vraiment expliqué. Oui. Alors, on a l'impression qu'ils apprennent tous un peu en marchant, si je puis dire. La prise de distance et la question de la rareté de la parole et de la majesté de cette posture qu'il avait, à mon avis, c'était la bonne intuition. Oui. Et on voit bien qu'il est en train de la perdre. C'est ça le... Je trouve que son attitude de départ, de dire « je reste silencieux, je reste éloigné, je suis jupitérien ». Le contre-pied de Hollande, quoi. C'était clair que c'était... Oui. Et vous connaissez le proverbe romain « Jupiter rend fou ce qu'il... Jupiter rend fou ceux qui veulent l'imiter, pardon, je ne l'ai même plus en tête maintenant. Et bon, on va passer au MEDEF. Mais ça revenait à ça, en tout cas. Jupiter, rend fou. Il ne faut pas se prendre pour Jupiter, voilà ce que je voulais dire. Alors le MEDEF, à quoi ça sert ? Le patron, le Jupiter du MEDEF, c'est donc Geoffroy Roux de Bézieux depuis ce matin. Il a été élu avec plus de 55% des voix, une élection à suspense, une compétition acharnée jusqu'au bout. 2 candidats et 2 styles, tout ça, on l'a vu. Geoffroy Roux de Bézieux, il est donc patron des patrons, mais la question reste ouverte. Le MEDEF aujourd'hui, ça sert à quoi ? Réponse dans un instant, mais on écoute d'abord le nouveau président. C'était ce matin, juste après l'élection. Le message est clair, le MEDEF doit changer. Et donc le premier signal, 50% de femmes, il est important parce que c'est celui que la presse va retenir. On doit évoluer. Nous devons évoluer, notre organisation doit évoluer en phase avec la société. Alors, on a entendu Geoffroy Roux de Bézieux sur les femmes. Bon, il a un discours déjà... mais je voudrais revenir sur la place du MEDEF. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron, on en revient à la communication, n'a pas un peu tué le job de président du MEDEF en leur coupant l'herbe sur le pied sur beaucoup de sujets? Alors, effectivement, la relation qu'il a avec les partenaires sociaux dans leur ensemble, que ce soit patronat ou syndicat, ça a été compliqué dès le départ. C'est-à-dire qu'il a très clairement décidé de se passer des corps intermédiaires, et du MEDEF encore plus, parce qu'effectivement, il leur a coupé l'herbe sous le pied avec des sujets qui tenaient à cœur
aux chefs d'entreprise. C'est pour ça que, d'ailleurs, les deux candidats pour la campagne du MEDEF ont construit leur discours sur, on l'a entendu, Geoffroy de Roux-de-Bézieux dire « il faut qu'on réforme le MEDEF, il faut qu'on se transforme, qu'on change ». Et ce n'est pas uniquement une histoire de femmes. Il dit « les médias vont retenir les femmes », mais c'est plus qu'une histoire de femmes. Je vais vous révéler les résultats d'un baromètre via Voice, HEC, Le Figaro, que nous publions demain dans les pages du Figaro Économie. Je vais juste vous dire que sur les décideurs qui ont été interrogés pour ce baromètre, les 3/4 veulent un MEDEF qui s'engage et propose, alors qu'un tout petit 10%, 9, veulent un MEDEF qui s'oppose. C'est-à-dire que le lobbying à l'ancienne, traîner dans les couloirs de Bercy, l'Élysée, Matignon, pour essayer de dire « mais non, ça c'est pas bien pour les gens », ça c'est fini. Ce MEDEF-là, c'est fini. Les chefs d'entreprise veulent autre chose, veulent être constructifs, proactifs, réfléchir, se mettre à réfléchir pour avoir des propositions. Il y a des tas d'enjeux pour les entreprises dans les prochaines années. Fiscalité, harmonisation européenne, retraite. Ils ne veulent plus être dans le lobbying défensif, mais être force de proposition. La finalité du MEDEF, Lucille Schmitt. Moi, je crois qu'il faut rappeler que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas au MEDEF. C'est-à-dire que la représentativité du MEDEF est un vrai sujet aujourd'hui. On rappelle juste les chiffres sur, je crois, 2 millions d'adhérents potentiels. Ils sont 123 000. C'est-à-dire qu'en fait, on tacle souvent les syndicats en France sur le fait qu'ils ont une très faible représentativité. Et on ne dit pas assez que le MEDEF a une très faible représentativité aussi. Et ça, il faut le dire. Et notamment chez les start-upers, dans le secteur des services. Alors là, Roux-de-Bézieux, il dit qu'il est un serial entrepreneur, qu'il vient du secteur des services. C'est une très belle vitrine, c'est une très belle communication, justement. Après, la question, c'est est-ce que ça va inciter, justement, ces entrepreneurs-là à adhérer au MEDEF, sûrement s'ils proposent quelque chose, autre chose que son CV, qui est remarquable, son parcours, tout ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose autour de à quoi sert le MEDEF, vous avez très bien posé la question, pas seulement parce qu'il y a Emmanuel Macron, mais aussi parce que l'esprit d'entreprise, l'esprit d'initiative, aujourd'hui, il n'est pas au MEDEF, en fait, il est ailleurs, il est dans une forme d'aller-retour, on le sait, entre le salariat et l'entreprise. C'est ça aussi une des interrogations qu'on a autour de la question du travail. Il y a aussi l'interrogation sur l'entreprise citoyenne. Je voyais que Roux-de-Bézieux dit « bon, moi, le social, c'est pas trop mon truc par rapport à son concurrent, son ex-concurrent ». Toute la question du rôle des salariés, toute la question de est-ce que l'entreprise peut, au fond, apporter des réponses qui sont aujourd'hui plus données par l'État, c'est des questions passionnantes sur lesquelles il y a des vraies recherches. Et on a l'impression que, quelque part, presque cette victoire d'un Roux-de-Bézieux, genre l'entrepreneur sportif, bien dans ses baskets, qui assume d'être libéral, c'est presque daté par rapport à toutes les interrogations sur l'entreprise du XXIe siècle. Alors, pour en parler, avant de vous écouter, Yvan et Philippe, je voudrais qu'on écoute l'éditorialiste économique d'RTL, François Langlais. Ce matin, il citait les propos, c'est assez intéressant, du fondateur d'Alstom, c'est un monsieur Auguste Deteuf, et c'était en 1936. On l'écoute. Il faut que le peuple ait confiance en nous. Il faut qu'il croie que nous poursuivions uniquement l'intérêt public. Il ne le croira que si nous le croyons nous-mêmes. Il faut que nous pensions tous comme si nous étions le peuple. Mais si tout cela nous paraît vain, impossible et surhumain, si nous refusons l'effort et le sacrifice, si nous les jugeons stériles et dangereux, soyez assurés que d'autres, sans doute plus jeunes que nous, moins déformés par un long passé, entreront dans la voie que nous n'aurons pas ouverte, et parce qu'ils ont l'âme fraîche et le cœur pur, recréeront sans nous et malgré nous, à travers l'injustice et la misère, le monde que nous aurons laissé mourir. Alors, vous avez écouté attentivement, Yvan. C'est peut-être, il faut replacer ça dans son contexte. 1936, bon. Mais pour essayer de comprendre un peu ce que peut être effectivement la finalité du MEDEF et ce que disaient Lucille et Marie. On se demande aujourd'hui parfois si c'est réellement, si ça a sa place dans la démocratie moderne, si c'est pas un peu un patronat à la papa. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il ne sert à rien pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais participé au débat d'idées, pour reprendre un terme que les journalistes aiment bien. Et dans le fond, le débat d'idées le porte, puisque maintenant 43% des jeunes Français se reconnaissent dans une dynamique de créateurs d'entreprise, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, où la majorité des jeunes Français voulaient être fonctionnaires. Donc il y a eu déjà quand même une révolution dans les mentalités qui normalement devrait faire écho à un message que pourrait porter le MEDEF. Mais c'est vrai que pour l'instant,
le MEDEF, qui écoute le MEDEF? Moi, le MEDEF ne m'a jamais vraiment intéressé dans les propositions qu'il a eues. En effet, c'était un lobby qui était là pour défendre un corporatisme. Mais je pense qu'il y a en effet des questions qui se posent. D'abord, singulièrement, la question de l'accès à l'égalité dans les entreprises, qui est une question qui n'est pas résolue et qui va se poser de plus en plus. Peut-être même de réfléchir à marier un protectionnisme et le libéralisme. Il y a là aussi une question qui se pose de plus en plus ardemment. La question sociale, en effet, la question de l'accès à la sociabilité, je ne sais pas quel est le terme exact qui est employé, l'ouverture sociale de l'entreprise, le rôle social de l'entreprise est une question passionnante. Comment l'entreprise peut en elle-même faire cohésion et faire corps par rapport à des personnes, par rapport à une société qui s'éclate. Donc là-dessus, il y a des sujets de réflexion qui sont passionnants à mener. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste du MEDEF. Vous ne briguez pas la présidence du MEDEF, de toute façon, c'est trop tard pour cette fois-ci. En tant que spectateur et qu'observateur, j'aimerais que le MEDEF sorte en effet de ses sentiers battus et aille explorer ces sujets-là. Je trouve aussi que le MEDEF souffre d'un déficit de connaissances en France. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Ah bon, qu'est-ce que c'est le MEDEF? Ah oui, je ne savais même pas que ça existait. Ça, c'est l'un des grands défis de ce nouveau dirigeant. Ils ont changé de nom, c'était quand? Fin des années 90, non, Marie, le changement CNPF-MEDEF? Alors, c'est peut-être entré maintenant dans les têtes, mais c'est vrai que... Il a quand même un autre défi, vous l'avez évoqué, c'est le fait qu'il y a que 123 000 entreprises qui soient affiliées au MEDEF sur les 2 millions qui existent en France. C'est un peu comme la CGT qui cherche à exister comme le MEDEF. Donc ils sont un peu, même s'ils sont aux antipodes dans leur façon de marcher, ils sont un peu dans la même situation. Il a la survie du MEDEF entre ses mains dans ce monde entrepreneurial qui change extrêmement rapidement. Et juste, si ça peut le confronter en Angleterre, c'est la même chose pour le CBI, qui est la Confédération d'industrie britannique, qui a que 190 000 adhérents sur les 2 millions ou plus d'entreprises britanniques. Donc, c'est vrai que c'est une situation difficile. Et le troisième défi qu'il a, c'est de faire oublier cette image qui pourrait la vie du MEDEF, que le MEDEF existe que pour les grandes entreprises, pour les grands groupes qui soutiennent les multinationales, mais pas le petit entrepreneur français qui n'a rien à voir avec le MEDEF, parce que le MEDEF n'est pas là pour lui. Et là, c'est quand même un gros défi, je pense, pour ce nouveau dirigeant. Cette image, le MEDEF, c'est Paris, le CAC 40 et pas la PME de province? Oui, ça c'est vrai. Et par ailleurs, moi je voulais réagir par rapport à Emmanuel Macron et le fait qu'on dise au fond on n'a pas besoin d'un MEDEF parce qu'Emmanuel Macron fait le job pour les entreprises. Moi je trouve qu'il y a quand même un étrange mélange chez Emmanuel Macron. Il est aussi très étatiste. Il a un langage qui n'est certainement pas qui n'est pas forcément compréhensible pour tous. Et moi je crois qu'il est nécessaire vraiment qu'il y ait une représentation des entreprises qui reprennent plutôt du poil de la bête, parce que je pense que Emmanuel Macron, comme son gouvernement, pense l'entreprise quand même avec une culture qui n'est pas celle de l'entreprise. Quelque part, le plus entrepreneurial, c'est Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il veut faire à l'éducation nationale, ça c'est assez compréhensible pour tous. Il y a une histoire d'évaluation, de mise en responsabilité. Enfin, c'est quelque chose qui est assez entrepreneurial. Après, les entretiens d'évaluation pour les ministres, qui est une manière de dire je suis le patron, ok, mais enfin l'entreprise France, c'est pas les entrepreneurs. Et je trouve que cette question de l'esprit d'initiative et comment est-ce qu'il apparaît chez les jeunes, toute cette question qui au fond ne dépend pas de la forme juridique de l'entreprise, mais qui montre un changement de société, ça, Emmanuel Macron, moi je trouve qu'il ne l'incarne pas. Je trouve qu'il est trop autoritaire pour incarner ça. Quand on est entrepreneurial, quand on a l'esprit d'initiative, on construit du collectif, on ne construit pas de la hiérarchie. Et je pense que là, il y a quelque chose qui, au fond, est contradictoire. Quelques éléments de réponse aussi chez nos internautes. Gérard nous dit c'est de l'esbrouf. Non, ça c'était sur la com, pardon. Je reprends au Non, peut-être, mais pas. Non, rendons-lui. C'était sur le sujet précédent. Lolo, le MEDEF ne sert qu'à Macron et au CAC 40. Anti-Mac, le MEDEF représente bien les grosses entreprises. Pour les plus petites, j'en suis moins sûre. Et la question qu'on vous posait sur Twitter, le MEDEF représente-t-il bien le patronat? Vous êtes répondu non à 69%. Le MEDEF, je pense, a réussi sur un point, c'est qu'il a fait accepter depuis son existence le fait que l'économie de marché est quelque chose qui marche bien en France. Alors, même il a convaincu, évidemment, la droite n'était pas convaincue, mais il a convaincu la gauche et même l'extrême gauche que c'est un système qui a raison d'être en France,
Alors qu'avant le MEDEF, je pense qu'il y avait une grande différence entre ceux qui acceptaient l'économie de marché et ceux qui ne voulaient absolument pas. Et c'est globalement accepté maintenant. Et je pense que le MEDEF est pour beaucoup dans cette décision. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je sens monter pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est pas du tout... Je trouve que Macron dénature un peu ce qu'est le libéralisme. Il se prétend comme étant en effet un libéral, mais d'abord, c'est un banquier, c'est un énarque, c'est d'abord un technocrate. Il n'est pas libéral, il n'a pas la culture libérale, même s'il a un discours apparemment libéral. Et il n'est pas libéral parce qu'il n'a pas réformé la France dans le sens d'un pays libéral. C'est-à-dire qu'il ne désendette pas la France, il ne rétrécit pas le périmètre de l'État. Et il n'a pas, mais vous l'avez dit également, il n'a pas ce raisonnement que peut avoir un chef d'entreprise de vouloir être rationnel et de vouloir être efficace. Alors il a l'air, il a la musique, mais il n'a pas les paroles. Macron, pas libéral, Marie, répondez. Non, moi, je voulais juste réagir un tout petit peu. Je ne crois pas que ce soit le MEDEF qui ait convaincu la gauche Non, c'est globalement accepté maintenant. Ouais. Donc, je pense que le MEDEF est pour quelque chose dans cette acceptation. Bon, il y a aussi qu'il se passait des choses chez nos voisins et que la gauche a bien vu ce qui se passait partout en Europe, cette globalisation. Et puis à l'époque, François Hollande, il avait dans son entourage un chef d'entreprise qui s'appelait Louis Gallois, qui lui avait rendu, dès les premières semaines du quinquennat, un rapport sur les entreprises, la compétitivité, la croissance, que ça crée, l'emploi, et qui a fait un travail, à mon avis, bien plus important que le aussi une chose le par MEDEF. rapport à gauche et droite, puisqu'aujourd'hui, Macron a gagné sur ni gauche ni droite, etc., et que ressurgissent ces catégories quand même avec une certaine force, c'est que l'électorat de gauche qui a voté pour Macron, comme l'électorat de gauche qui avait voté pour François Hollande, continue à ressentir les choses comme une forme de trahison. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement ça a convaincu, mais je crois que c'est plutôt Schröder ou Blair qui ont pu convaincre au fond les socialistes français de ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, l'électorat de gauche, il n'est pas convaincu. Donc il y a quelque chose sur comment est-ce qu'on regagne les élections qui reste posé. Je ne sais pas s'il reste grand-chose de l'électorat de gauche. Je pense qu'il en reste. On ne va pas ouvrir ce débat. On va plutôt parler du blues des policiers, si vous voulez bien. Alors, c'est un rapport sénatorial qui en dit long sur le malaise des forces de l'ordre. 6 mois d'enquête d'une commission sénatoriale dont le Figaro le rend largement compte ce matin. Les mots MAUX connus ressortent, manque de moyens, épuisement des troupes qui peuvent parfois travailler jusqu'à 5 week-ends sur 6 par mois, démoralisation, avec un taux de suicide supérieur à la moyenne nationale de 36%. Mais le rapporteur de cette commission sénatoriale, il s'appelle François Grosdidier, il est sénateur LR, pointe un autre problème, c'est celui de la justice qui, pour faire court, met trop souvent dehors les délinquants que la police vient d'arrêter. C'est un peu son point de vue. On l'écoute, c'était ce matin dans Les Décrypteurs sur Figaro Live. Ils ont le sentiment d'être traités plus durement que certains de leurs délinquants. Alors c'est peut-être un sentiment excessif. C'est évident qu'il n'y a pas la réponse pénale adaptée. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de risques pour arrêter et mettre à disposition de la justice des individus qui parfois sont libérés plus vite qu'eux. Et ça leur pose le problème du sens de leur action et celui de la reconnaissance. Lucie Schmitt, c'est de la faute de la justice si la police ne tourne pas rond ? Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, cette question des moyens et cette question de la procédure et de la bureaucratisation, ça c'est un vrai sujet pour les policiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais sur la question quand même, qui est abordée, ce n'est pas juste une conclusion. Oui. Sur la question des juges... Moi, je ne pense pas. Et je suis étonnée, pour être franche, de voir un élu de la République qui relaie comme ça, au fond, ce que disent les syndicats de police. Je pense qu'il y a un aspect assez démagogique dans ce qu'il vient de dire. Après, qu'il y ait un vrai problème... sur l'adaptation de la procédure par rapport à la réalité de certains crimes et délits sur le terrain, ça c'est un sujet. Citez l'exemple, par exemple, pour un vol à l'étalage, on y consacre 1 heure au total, en moyenne évidemment, il y a 45 minutes de procédure. Non, il y a un sujet sur la bureaucratisation et sur la question de la procédure. Après, et la question des moyens, moi je me rappelle des émeutes de 2005, et à l'époque j'avais fait une mission auprès du ministère de la Justice, et en fait ce qu'on voyait c'est que par exemple la justice qui est moins bien traitée que la police, il faut avoir ça aussi en tête, puisque la France est un des derniers pays de l'Union européenne en termes de moyens sur la justice. Les juges n'avaient pas d'ordinateur, il n'y avait pas de mise en commun des données, etc. On voit qu'aujourd'hui, avec l'épuisement des finances publiques, au fond ça a rattrapé aussi la police, puisque ce qui est dit, moi je suis plus marquée par le fait de
de dire que, par exemple, les voitures ne fonctionnent pas, que les policiers passent leur temps dans leurs commissariats qui sont extrêmement vétustes, alors que moi, je pense que les policiers devraient sortir, être au contact de la population, parce que, quelque part, il y a aussi une sorte de suspicion, parfois, sur les tâches concrètes que doivent faire les policiers, leur présence ou leur absence. Donc là, je crois qu'il y a un malaise qui est grandissant sur la procéduralisation, le manque de moyens, mais que ce soit de la faute des juges, moi, je pense démagogie à dire que c'est de la faute des juges. Qu'un sénateur en train de dire ça me choque profondément. Yvan, sur cette question précise. C'est une vieille affaire, hein, cette histoire de juge laxiste. J'entends ça depuis maintenant 30 ans. Et donc, bon, cela existe peut-être, bien que je trouve que la justice maintenant semble être moins laxiste qu'elle ne l'a été. Mais enfin, si les policiers le disent, c'est qu'il y a un fond de vérité, bien sûr. Les magistrats répondent généralement oui, mais les procédures sont mal ficelées. Oui, mais moi je ne pense pas que le fond du problème soit celui-là, ou en tout cas ce n'est pas simplement celui-là, parce que celui-là on le connaît depuis maintenant des lustres. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, enfin tel que je le vois, mais je n'ai pas vu ça apparaître clairement dans l'enquête, tel que je comprends le malaise de la police et de la gendarmerie, c'est que et les policiers et les gendarmes sont laissés aujourd'hui en première ligne face à ce que l'on appelle la contre-société. Cette contre-société qui est celle qui s'est constituée dans les banlieues, qui refuse les règles de la République, qui les refuse avec violence, et qui donc assaille les forces de l'ordre, les voit parfois comme des forces d'occupation en terre étrangère. C'est ceci ce qui se passe aussi. Et ce que disent les policiers, pour ceux que je rencontre, c'est qu'ils ne se sentent pas soutenus par leur propre hiérarchie, et encore moins par le président de la République. Souvenez-vous de François Hollande allant au chevet du jeune Théo, qui avait été soi-disant violé par des policiers. On s'était aperçu en fait que cette affaire était fausse. L'enquête est toujours en cours. Enfin bon, le jeune Théo ne s'était pas fait violer par un policier, en tout cas pas sciemment et pas volontairement, etc. Enfin bon, cette enquête-là, ceci a été démontré, à moins que vous m'annonciez qu'il y ait encore un rebondissement. Mais enfin, pour moi, cette affaire était claire. À ma connaissance, c'est toujours en cours. Et en revanche, quand vous avez eu des drames comme à Magnanville, etc., où des policiers brûlés dans des voitures, ou ce couple de policiers qui a été égorgé dans sa maison, etc., vous ne voyez pas la même sollicitude des pouvoirs publics. Et donc, c'est cette grande frustration, c'est cette grande colère des forces de l'ordre, un peu moins de la gendarmerie qui est une force armée qui se ressaisit davantage peut-être, qui sait maîtriser davantage ses sentiments. Mais moi, je comprends d'abord parfaitement que les policiers puissent se sentir à ce point désespérés. Et je pense que c'est davantage à mettre en perspective avec, en effet, cette fracture territoriale qui advient et sur laquelle ne veulent pas se confronter les pouvoirs publics. Et effectivement, la police mal aimée, voire prise pour cible parce que portant l'uniforme. Il y a trois choses. La première, c'est qu'en parlant des juges, je pense que on se trompe de cible en tapant sur les juges. Il y a un autre problème aussi, c'est que les prisons en France sont complètement pleines et débordent de personnes. Et on ne peut pas envoyer tout le monde en prison. Donc il faut quand même... Je comprends que les policiers risquent leur vie, passent beaucoup de temps sur le terrain, arrêter les suspects, parfois des gens dangereux, et se sont démunis quand ils voient ces suspects qui sont relâchés assez rapidement. C'est tout à fait compréhensible, mais je ne pense pas que c'est uniquement la faute des juges. Il y a un ensemble, une grande malaise en France, et c'est un gros travail qu'il faut entreprendre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je comprends tout à fait que les policiers soient frustrés et en colère contre les moyens qui sont mis à disposition. Pour la petite histoire, hier soir, ça tombe bien, je roulais en voiture dans l'Oise, je vois passer devant moi à un rond-point un fourgon de police, et je vois cette vieille Renault qui passe devant mes yeux, bleue, avec les lettres de police décollées sur le côté. Non, elle n'est pas dans ma panne. Mais je disais, ça doit être un ancien fourgon de police, comme on voit les anciens camionnettes de la Poste qui sont revendus à d'autres personnes. Et à bord, il y avait 4 gendarmes. Et ce fourgon, mais c'était une honte pour la police. Et je n'étais même pas en train de lire le rapport que j'ai vu, mais même je disais, mais je n'aimerais pas être policier dans un fourgon comme ça, parce qu'il n'est pas sûr qu'il ne va pas tomber en panne avant d'arriver au poste de police. Ça, c'est évidemment une grande frustration qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour lutter contre cette société qui est en évolution constante, les banlieues où parfois la police n'ose même pas aller parce que c'est des zones de non-droit, et maintenant un nouvel phénomène, non pas seulement en France, mais un peu partout en Europe, où on attaque la police, non pas seulement parce qu'on se sent attaqué, mais on attaque la police parce qu'on a envie d'attaquer un policier, on a envie de le tuer. Et ça, c'est quelque chose c'est un phénomène relativement récent. Et la troisième chose, je suis d'accord aussi avec ce que dit Yvan, c'est le fait que je pense que la police ne sont pas soutenues par l'hiérarchie. Et ça, c'est quand même très démotivant pour les policiers. Et on comprend qu'il y a aussi une augmentation du nombre de suicides parmi les policiers qui est quand même dramatique.
La police pas soutenue par sa hiérarchie, qui manque de moyens, les moyens supplémentaires ou une meilleure gestion, Marie-Viso? Un peu des deux, et puis comme on parlait du blues, puisque c'était le thème de votre lancement, moi je me mets à la place du policier qui, il y a 10 jours, allume sa radio et entend que, en l'absence d'un juge disponible, parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour remplacer la magistrate qui était malade, 7 trafiquants présumés ont été libérés. Remis en liberté. C'est très bateau, mais finalement, c'est ça aussi le blues quotidien du policier. Je relisais un sondage qui est fait par un syndicat de la police nationale, donc à prendre comme tel, mais 80% des policiers estiment leur travail discrédité parce que les délinquants sont remis trop rapidement donc on rejoint quand même cette question souvent. Donc, du coup, ils ne le voient pas comme je dirais pas un allié, mais la justice n'est pas un partenaire, voilà, de la police. Juste, je donne la réponse parce que ça rejoint ce que dit Marie. La question qu'on vous posait ici sur Twitter, selon vous, les blues des policiers et gendarmes est-il la faute de la justice? Bien, vous êtes 77% à dire oui. C'est assez massif quand même. Jacques, ça, c'est les policiers. Les policiers ne sont pas pris au sérieux et la justice est laxiste. Commentaire de Jacques qui poursuit. Les policiers ne sont... Ah oui, c'est le même. Et la justice est clairement laxiste, ajoute-t-il. Je voudrais qu'on aille assez vite sur ce thème. Un mot pour conclure, Yvan, parce que je voudrais qu'on garde un peu de... À cela se rajoute également quand même une mobilisation politique contre la police qui est montée par l'extrême gauche elle-même. Quand vous allez dans les manifestations, ce que je fais régulièrement de l'extrême gauche, pour tâter le... Rassurez-nous. Pour observer. Il est courant d'y voir des panneaux, on déteste la police, j'aime le poulet grillé, etc. Oui, donc 68 avait déjà... oui, mais non, mais ça accumule. Non, mais cela légitime des passages à l'acte violents contre les forces de l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années quand une voiture de police avait été mise à feu par non pas, même pas des Black Blocs, mais par les petits enfants de Bernanos. On passe à notre 4e thème, Lucille, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler, c'est passionnant. C'est cette crise de la masculinité, ce nouveau phénomène qui traverse l'Occident. C'était le titre d'un des articles les plus lus ces derniers jours sur le site du Figaro, le Figaro.fr. Un intérêt donc extrême pour ce papier signé Eugénie Bastier qui a fait le tour des études universitaires sur le sujet. Et on découvre donc qu'il y a des études et des thèses autour de cette question centrale finalement. Le mâle, on peut ajouter blanc, est-il une espèce menacée? Avant d'en discuter, je vous propose de regarder cet échange assez surréaliste entre la ministre Marlène Schiappa, ministre de l'égalité homme-femme, et l'acteur belge Jean-Claude Van Damme. C'était samedi lors de l'émission On n'est pas couché. Très souvent, quand on marche dans la rue, on aimerait ne pas se dire « tiens, je suis une femme » et on a parfois une insulte, une invective, quelqu'un qui nous suit et qui nous rappelle qu'on est une femme et à la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Excusez-moi, mais... Je vous en prie. Si tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton mouvement à toi et n'impose pas sur d'autres femmes ce que tu voudrais, toi, faire. Tu comprends? Il faut laisser la vie relax, mais c'est vrai. Alors, en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle... Je viens de calculer les databases, comme on dit. Ouais, exactement. Alors, sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine. Ça vous parle, ce sujet, Yvan, et cet échange? Qu'est-ce qu'il lui a appris? Vous voulez dire Jean-Claude Van Damme de s'être lancé dans cette galère? Il faut savoir arrêter les guerres comme les grèves, et en l'occurrence la guerre des sexes. La guerre des sexes, elle a été gagnée par les femmes. Maintenant, c'est une évidence. Il suffit de voir comment il lui-même prend une raclée et se fait applaudir par tout le monde alors qu'il dit une réflexion qui pourrait être audible malgré tout. Et donc, je crois qu'on va trop loin pour aller vite. On va trop loin quand même dans cette guerre des sexes, dans cette stigmatisation du mâle blanc. Et il faut faire attention au retour de bâton. Et le retour de bâton, je le vois déjà apparaître aux États-Unis, où le mouvement est apparu, le mouvement féministe est apparu dans tous ses dans ses légitimités, puis dans ses excès. Il apparaît aujourd'hui avec la survenue de Donald Trump, qui est vraiment alors qui ne représente pas en effet le mal tel que je voudrais bien le voir pour reprendre un peu de pouvoir, si je puis dire, mais qui est significatif de cette réaction d'une partie de la société américaine face à ces excès d'une société vénusienne. Donc je pense que Mars est en train de gagner sur Vénus, en tout cas en politique internationale un peu partout. Et il y a d'ailleurs, y compris en Europe, où vous voyez que les gouvernements qui s'affichent aujourd'hui sont des gouvernements autoritaires, Mars, plutôt que vénusiens, l'Europe, etc., la France.
Et donc ça donne un élément de lecture de ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que l'histoire est toujours un éternel balancier, et je pense que le balancier est en train de revenir, et peut-être pour enfin nous réhabiliter, nous les mâles. Un argument, c'est bien dit, un argument pour dire stop à la guerre des sexes, Lucille ? Moi, je ne ressens pas du tout de guerre des sexes, mais en fait, je trouve qu'en revanche, elle occupe beaucoup les médias. Je trouve que le phénomène MeToo, les réseaux sociaux, je pense que de toute façon, les réseaux sociaux créent des guerres. Hein. Il y a quand même des guerres virtuelles, des guerres extrêmement fortes qui tiennent aussi aux instruments avec lesquels on les mène. Après, sur la question de... Je crois que le sujet, c'est égalité et différence. Moi, je me rappelle d'avoir réfléchi là-dessus il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on demande l'égalité des droits, mais il y a des différences dans les vies qu'on mène. Et c'est peut-être... je trouve que Jean-Claude Van Damme, il est absolument odieux. Mais il a voulu dire un truc qui était, au fond, mène ta barque. Et c'était odieux, la forme. Mais au fond, on voit bien qu'il y a un débat forme-contenu, qui est quand même un débat très profond et qui tient aux réseaux sociaux également. Je pense que la question de la place des hommes, elle est posée depuis la Révolution française. Il y a des études historiques qui disent, au fond, depuis 1789, les hommes ne cessent de vivre une transformation de leur rôle. Les femmes ont progressivement acquis le droit de vote, elles ont acquis des droits économiques, et ça n'a pas supprimé la différence entre les hommes et les femmes. Et maintenant, il y a ce sujet sur la question sexuelle. Je pense que le corps des femmes reste quelque chose de... Au fond, c'est ce que disait la ministre. Au fond, elle disait, mon corps compte quand je suis dans la rue, je me fais agresser à cause de mon corps, etc. On pourra toujours disserter sur la question de l'égalité et de la différence, mais la question du corps et de la force du corps féminin comme symbole sexuel restera un sujet. Et là-dessus, oui, je crois qu'il y aura toujours des éléments de pouvoir, ce qui s'est passé avec Strauss-Kahn, ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein. Voilà, donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, ne vont pas être supprimées, parce qu'on peut toujours faire du droit, on peut toujours rechercher l'égalité, mais il y aura toujours une différence sur la portée, sur la question sexuelle. Est-ce que c'est une guerre ? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un enjeu de pouvoir. Moi, c'est ça qui me semble important. Dans l'article que Génie Bastia a consacré à cette question, elle disait « Ces hommes ont perdu le contrôle de la procréation ». C'est pour prolonger ce que disait Lucille. Donc, ils ont perdu le contrôle de la procréation. Quand ils sont jeunes, élèves à l'école ne sont pas les meilleurs. Généralement, ils se font dépasser par les filles. Et la force physique dans notre monde moderne ne sert plus à grand-chose. Eh ben, je me rappelle quand j'étais gamin, je regardais les émissions de télévision en Grande-Bretagne que je revois maintenant sur YouTube. Je trouve que quand même la femme était très maltraitée et on riait là-dessus à l'époque. Donc la société a quand même énormément changé depuis 30-40 ans. Et je ne sais pas si Yvon ou vous avez fait des reportages sur la condition féminine en France, j'en ai réalisé pas mal, surtout sur le fait que les femmes n'étaient pas représentées comme il fallait dans les conseils d'administration, pourquoi il n'y avait pas plus de femmes ministres, parce qu'il y avait ces cliques d'hommes qui élisaient des hommes parce qu'ils ne voulaient pas les femmes, parce qu'ils pensaient que les femmes allaient partir faire des bébés, etc. Bon, si ça peut changer la société, je suis le premier à être d'accord. Alors pour tous ces hommes qui ont un problème avec les femmes, qui trouvent qu'il y a une espèce de racisme anti-homme, et donc la masculinité est en question, eh ben, je connais un très bon psy qui peut les recevoir. Je trouve que c'est quand même un peu dommage. J'ai un médecin femme, j'ai une coiffeuse femme, j'ai une dentiste femme, ma directrice est une femme, ma PDG est une femme. J'ai pas de problème avec cela. Dans les cours de journalisme que je donne à la Sorbonne, j'ai 18 filles et 4 garçons. Je vis ma vie très bien en tant qu'homme. Et dans ces émissions que je faisais sur les femmes autrefois, la message c'était les femmes, battez-vous pour avoir une bonne place. Et bien maintenant, les hommes, battez-vous pour avoir une bonne place. Si vous êtes le meilleur, vous allez réussir, vous allez avoir la place. Ne soyez pas intimidés par les femmes qui vont payer votre place, elles ne le feront pas. C'est un beau plaidoyer, Marie-Vison. Oui, je suis très contente d'entendre ça. Il aura sa médaille. Voilà. Pas Madame Schiappa. Est-ce que l'évolution de la société doit se traduire par une crise de la masculinité obligatoirement ? Moi, je suis contente de votre plaidoyer. Enfin, est-ce que les hommes doivent être en crise parce que on essaye de rattraper les salaires, on essaye de faire... je parle de ce que je connais un peu plus, le monde de l'entreprise, le monde économique, même y compris par des lois. Hein, on est passé par des lois pour essayer de rattraper tout ça. Est-ce que forcément, ça doit se traduire par une crise de la masculinité ? Est-ce que... Alors, j'avais pareil ressorti quelques petits
chiffres. En 1997, le taux d'emploi des hommes était de 82%, il a baissé à 76% 10 ans plus tard, alors que le mouvement s'est fait à l'inverse pour les femmes, 66% en 97, 69% 10 ans plus tard. Est-ce que ça doit se traduire par une crise de la masculinité? Enfin, à chaque fois, moi, je pose la même question, et parce que moi, je suis un petit peu comme vous, j'ai pas l'impression de voir autour de moi... alors finalement, Lucille, qui a été dépassée par ça... Non, mais moi, je pense qu'il y a quand même un champ dans lequel ça résiste fortement et où les femmes n'arrivent pas à faire leur place, c'est quand même le champ politique. C'est-à-dire que, par exemple, ce que disait Yvon est tout à fait juste sur le retour d'un certain pouvoir autoritaire. Il y a Erdogan en Turquie, il y a Poutine, il y a Trump. Emmanuel Macron, non, c'est ni Erdogan ni Trump, mais enfin, c'est quand même un jeune homme autoritaire. Je crois qu'on peut dire quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a quelque chose, et moi, je me rappelle quand on a voté la loi sur la parité en France, donc en disant qu'il fallait qu'au fond, l'objectif était qu'il y ait autant de femmes élues que d'hommes élus. C'était au début des années 2000 et il a fallu attendre les élections de l'année dernière pour que les choses commencent vraiment à se faire. Donc il y a quelque chose sur aussi la façon dont il y a un décalage entre le droit et la réalité de l'évolution de la société. Dans ce domaine-là, il y a des éléments psychanalytiques, ça a été dit, il y a des éléments de culture familiale, personnelle, etc. Après, toute la question, c'est aussi comment est-ce que soi, comme femme, comme personne, on a envie d'être heureux, ou comme homme. Au fond, ce que nous a dit Philippe, c'est chacun a droit à une forme de différence qui tient à sa personnalité et on n'est pas réductible à son sexe. Donc moi, c'est quelque chose que je voudrais dire assez fortement aussi là-dessus, parce que peut-être en vieillissant, on s'affirme davantage aussi comme personne que comme femme ou comme homme, ou alors peut-être, c'est pas en vieillissant, mais il faut garder cette espèce de variable, et je trouve que trop souvent le débat, en tout cas médiatique, est réduit à ça. Ça sera le mot de la fin. Je vous propose qu'on se quitte sur quelques images. On en parlait juste avant le début de l'émission. Vous aviez envie de les voir, ces images. C'est celles de ces enfants thaïlandais qui ont été retrouvés sains et saufs au fin fond de la grotte et du gouffre où ils sont coincés depuis maintenant une dizaine de jours. On a donc appris hier soir qu'ils étaient vivants. Ils sont 13 avec leur moniteur et ils viennent de passer quand même une dizaine de jours sans vivre. Et là, on sait qu'ils sont vivants, mais on ne sait pas encore très bien comment on va les extraire de là. Ce sont les premières images qui nous sont parvenues. Merci encore à tous les quatre. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Et on se retrouve demain pour un nouveau point de vue présenté par Guillaume Roquette.